Nous allons passer maintenant à la correction du problème 4. Dans ce problème, on va montrer que lorsqu'on a deux anneaux parcourus par un courant qui se trouve à une distance correspondant à leur rayon, eh bien, on a un champ magnétique produit entre les deux anneaux qui va être quasiment constant entre les deux. Donc le schéma de la situation, c'est, je dessine déjà l'axe Z ici, et puis j'ai un premier anneau qui se trouve ici, voilà. Le 0, alors ça c'est le centre de l'anneau, le 0 il est par là, donc ça c'est Z égale 0. Voilà. Et puis à la même distance, ici je place un autre anneau qui a la même taille. Hein. Voilà. Les deux donc anneaux ont un rayon R. Tac. Et ils sont parcourus par un courant que je fais comme ça. Voilà. Tac. Donc le champ magnétique produit par un courant circulaire comme ça, alors c'est la règle à main droite où le courant est représenté par ces doigts-là. Donc si l'axe Z était vers vous maintenant, alors l'anneau il est ici et le courant il est comme ça, alors le champ magnétique pointe vers le haut. Donc pour les Z positifs sur l'axe, hein, bien sûr. Et en réalité, si on faisait les lignes de champ magnétique, ça vous allez voir probablement c'est des sortes d'oreilles, hein, c'est-à-dire qu'au centre, on a bien B qui est bien vertical, et puis après, bien sûr, B est toujours perpendiculaire à I, hein, etc. Et puis, bien sûr, plus on s'éloigne, plus B diminue. Hein. B est vraiment maximal au centre. Ok. Et puis, c'est la même chose pour cet anneau-là. Voilà. Et puis, première chose que je vous invite à faire qui est essentielle pour résoudre ensuite ce problème, c'est pouvoir calculer le champ magnétique B sur l'axe Z pour un anneau. Et puis ça, c'est le problème, si je ne m'abuse, le problème 1 de la série 6S. Contrôlez que c'est bien juste, mais je crois bien que c'est ça. Vous avez avec Biot-Savart un anneau parcouru par un courant, et puis vous devez utiliser Biot-Savart pour montrer que... Alors l'anneau ici, il est... Bien sûr, ici on a un décalage. Alors la distance entre ces deux anneaux là, c'est une certaine distance D. Voilà. Et puis, ils ne sont pas placés en Z égale 0. Mais si vous faisiez l'axe ici et puis le Z égale 0 ici, alors vous pouvez montrer que B de Z, c'est égal à mu 0. Alors anneau en Z égale 0. Hein. Donc le centre est là. Mu 0i sur 2 fois 1. Je ne vais pas faire de parenthèse ici. R carré divisé par R carré plus Z au carré puissance 3,5. Voilà. Vous devez montrer ça. Et là, on va l'utiliser comme une formule donnée. Donc, dans notre cas, bien sûr, pour cette bobine-là, le champ magnétique sur l'axe Z, vous aurez un Z moins D sur 2, la distance ici. Puis pour celui-là, vous aurez, pour le champ magnétique B, selon l'axe Z, un Z plus D sur 2. Hein. Donc là, vous avez décalé en fait l'axe de plus ou moins D sur 2. Donc, quand on met les deux anneaux, je m'excuse, les deux anneaux, eh bien, on a B tot qui est simplement la somme du champ magnétique produit par cet anneau et par celui-là. Donc, si on écrit B tot sur l'axe Z, c'est la somme de ces deux termes, mais avec où on a déplacé l'axe. Donc, on a mu 0 I sur
fois, ouais, je prends le r carré ici, hein, fois r carré divisé par 2. Ensuite, on a une grande parenthèse, j'écris une accolade, 1 divisé par, j'espère que j'aurai la place, et puis vous arriverez à lire, r carré plus z moins d sur 2, le tout au carré, ici, et puis vous avez encore la puissance 3,5. Puis vous ajoutez encore le même terme, mais avec le plus ici. Hein. Donc r carré plus z plus d sur 2 au carré 3,5. Je suis vraiment limité ici avec la place. J'espère que vous arrivez à lire. Hein. Ok. Donc ici vous avez un plus là, et puis ici vous avez un moins d sur 2. Bon, en fait, on a déjà fini le calcul si on veut, puisqu'on a déjà maintenant calculé b de z. Donc, en particulier, on peut calculer b de z égale 0. Mais l'idée, parce que cette formule est quand même complexe, c'est de démontrer que b tot de z, lorsqu'on place ces deux anneaux exactement à une distance d qui correspond à leur rayon, donc pour d égale à R. Voilà. Et lorsqu'on se trouve, et pour Z proche de 0, donc autour de 0, donc dans cette région-là, on aimerait montrer que cette fonction-là se comporte comme une fonction en puissance 4, hein, donc en z puissance 4. Donc une certaine constante plus une autre constante fois z puissance 4. Alors pourquoi, quel intérêt d'avoir une fonction en z puissance 4? Alors il faut savoir qu'une fonction en z puissance, en variable puissance 4, lorsque cette variable est proche de 0, elle est très, elle change peu, elle est très plate. Je pense que vous avez déjà vu ça, j'espère en analyse ou quand vous étiez au gymnase. Si vous avez une fonction f de x pour x, alors si vous avez une fonction quadratique, alors bien sûr ici on va dire qu'elle est plate, qui passerait par 0, donc en x carré, hein. Donc vous avez quelque chose qui est comme ça, puis c'est symétrique ici, hein, bien sûr. J'essaie de dessiner assez proprement, voilà. Vous avez quelque chose comme ça c'est une fonction x carré. Alors ici elle varie peu, mais elle varie quand même. Ensuite vous avez une fonction en x cube. J'essaie de dessiner ça plus ou moins bien. Voilà. Alors ici, elle monte beaucoup plus fort que la x carré, hein, ça c'est clair. Mais dans cette région-là, elle est déjà beaucoup plus plate. Hein. Donc elle reste plus longtemps avec une valeur constante. Et puis si vous prenez une fonction en x puissance 4, alors là, c'est encore plus extrême. Ici, j'exagère exprès, hein, peut-être que si vous utilisez un programme de dessin de fonction, vous allez le voir aussi beaucoup plus précisément. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer. Ici, c'est clair, on monte plus vite quand vous avez un x puissance 4. Ça, c'était un x puissance 3. Voilà. Quand vous avez une fonction x puissance 4, dans cette région, elle est très constante. Et nous, ce qu'on veut montrer, justement, c'est que le champ magnétique dans cette région-là, il se comporte comme z puissance 4, c'est-à-dire qu'il varie très 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 peu, il est très constant, tout proche de z égale 0. Alors, comment on montre qu'une fonction complexe comme ça, en réalité, proche de z égale 0, se comporte comme une fonction en z puissance 4? Et bien pour ça, il faut faire le développement de Taylor de la fonction. Alors je pense que le développement de Taylor, vous avez peut-être pas encore vu, ou si vous avez vu, vous avez peut-être peu l'habitude avec ça. Donc je l'écris simplement. Donc c'est une approximation d'une fonction quelconque par un polynôme. Et puis autour de z égale 0, une fonction de z
le développement de Taylor d'une fonction de z autour de z égale 0, ça serait un truc du style, donc c'est une fonction de z, ça sera la fonction évaluant 0 plus z fois la fonction dérivée une fois, donc df dz, et la dérivée évaluée en 0, hein, donc z égale 0, donc c'est z fois une constante, ça c'est une constante, hein, c'est simplement la dérivée de la fonction évaluée en 0, plus 1 sur 2z carré d carré f dz carré, évalué en z égale 0, je continue, plus 1 sur 3 factoriel, donc 1 sur 6, z cube, d cube, f, donc troisième dérivée, dz cube, évalué en z égale 0, plus 1 sur 4 factoriel, donc là si je ne m'abuse ça fait 4 fois 3 fois 2, ça fait 1 sur 24, z puissance 4, d puissance d4f dz4 évalué en z égale 0. Je pourrais continuer jusqu'à l'infini, hein. Le développement est principe infini, mais plus on va loin dans les termes, moins on espère qu'il contribue. Donc ici, bien sûr, on a quelque chose de l'ordre de z puissance 5. Okay, donc quand z est proche de 0, les termes en z puissance 5 sont beaucoup plus faibles que tous les autres. Voilà. Donc en principe, cette fonction-là peut être approximée par son développement de Taylor. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que non seulement ce terme ne contribuera pas, ce terme ne contribuera pas, ce terme ne contribuera pas, le premier terme qui sera non nul, proche pour z égale 0, ça sera le terme en z puissance 4. Et c'est ça qu'on doit prouver. Alors, pour ça, je vais passer à la page suivante. Voilà. Il faut que je garde mes notes parce que j'ai tellement de formules à écrire que sans notes, je vais me perdre. Voilà. Donc, si je réécris, donc on a un B de Z dont le développement de Taylor sera justement alors B de 0 plus Z dB dz en Z égale 0 plus Z carré sur 2 D carré B dz carré z égale 0 plus z cube sur 6d cube b dz cube plus z puissance 4 sur 24 d4b dA. Ouais, tout évalué en z égale 0. Hein. dz puissance 4 en z égale 0 plus... Ça ne nous intéresse plus. Voilà. Alors, ce qui est déjà une grande simplification, c'est de remarquer une chose. Si je reprends la fonction ici, vous pourrez facilement contrôler, je pense que ce n'est pas trop compliqué, que c'est une fonction paire. Ça veut dire que b de z est égal à b de moins z. Ça, vous pouvez montrer assez facilement, vous remplacez z par moins z et vous montrez que vous vous retrouvez avec la même fonction. Mais, alors ça, vous allez voir en analyse, ou vous avez vu en analyse, lorsqu'on a une fonction qui est paire, les dérivées impaires évaluées en z égale 0 sont nulles. Ok. Alors on peut le démontrer assez facilement. Alors déjà, elle doit être forcément plate autour de 0. Donc la première dérivée, qui est la pente de la fonction, ça, vous pouvez déjà voir qu'elle va être nulle. Mais on peut voir aussi ça facilement avec le développement de Taylor. Puisque le développement de Taylor, à chaque fois que vous avez une dérivée impaire, par exemple celle-là ou celle-là, elle est multipliée par une fonction impaire. Z cube, vous auriez Z5, etc. etc. Et on ne peut pas approximer une fonction paire par des fonctions impaires autour de z égale 0. Ça ne fait aucun sens. Donc il faut c'est exiger que ces dérivées-là en z égale 0 soient nulles. Mais on peut le montrer de manière beaucoup plus propre en analyse. Donc ce que ça veut dire déjà, c'est que de toute façon, ce terme-là, il est nul. Et ce terme-là, il est nul. Ok ?
Ça veut dire que la seule chose qu'on va devoir prouver, c'est que le terme en z carré est aussi nul lorsqu'on a cette condition que la distance entre les deux anneaux est exactement le rayon. C'est ça qu'on veut démontrer. Hein. Pour d égale à r, eh bien, on a cette fonction ici, la fonction du champ magnétique, qui est en z puissance 4. Alors, malgré le fait que cette fonction, on sait qu'elle est, enfin, cette dérivée évaluée en z égale 0, on sait qu'elle est égale à 0, on va être obligé de la calculer, puisque pour calculer cette dérivée-là, il faut passer par la première dérivée. Alors moi, je ne vais pas faire le calcul ici explicite de ces dérivées, elles sont longues, mais je vais vous donner le résultat à chaque fois, et puis c'est à vous maintenant de contrôler que mes dérivées sont justes. Alors, on a dB dz, si vous calculez, donc sur la base simplement de cette fonction, hein, vous faites la dérivée par rapport à z de ça. C'est un exercice fastidieux, mais toujours très très important de maîtriser. R carré sur 2. Ensuite, on a ici moins 3 demi. 2z plus d sur 2 divisé par r carré plus z plus d sur 2. Ça, c'est au carré, deuxième parenthèse ici, et puis là, on a 5 demi, moins 3 demi, 2z moins d sur 2, tac, et puis r carré plus z moins d sur 2, le tout au carré, et puis là, vous avez de nouveau le 5 demi. Alors là, on voit assez facilement que pour z égale 0, donc quand z égale 0, on contrôle que ça donne bien 0, hein, sinon c'est qu'on s'est trompé. Alors, c'est assez simple. Donc ce terme-là est identique pour les deux, pour z égale 0, puisqu'on a un carré là. Donc moins d sur 2 au carré, ça donne d sur 2 au carré. La même chose qu'ici. Par contre, au-dessus, vous avez un moins d sur 2, puis un plus d sur 2. Donc ici, vous avez moins plus, ça fait moins. Puis là, vous avez moins moins, ça fait plus. Donc vous avez deux termes qui s'annulent ici. Et ça, c'est indépendant de la distance à laquelle on met les deux anneaux. Hein. On n'a pas besoin de respecter que d soit égal à r. Ok, alors la deuxième dérivée. Donc on a donc dB, dz, pardon, hein, égale à 0. Hein. Voilà. Maintenant, la deuxième dérivée, donc d carré b dz carré. Voilà. Alors ça va vous donner... Il est bien possible que j'écrive des erreurs sur ces feuilles parce que là, j'ai beaucoup de termes à écrire. Hein, vous recontrôlerez, puis vous pourrez toujours m'envoyer un commentaire si vous voyez qu'il y a une erreur. Alors, donc vous faites simplement la dérivée de ce terme-là. Il y a pas mal d'étapes, c'est assez fastidieux, mais finalement, vous devriez obtenir quelque chose comme cela. D sur 2 au carré, puissance 5 demi. Ah, ouais, là je l'ai directement évalué en z égale à 0. Hein. C'est pour ça que j'ai plus de z ici dedans. Moins 10 fois d sur 2 au carré divisé par r carré plus d sur 2 tac puissance 7 demi. Fermer l'accolade. Voilà. Et nous, on aimerait bien savoir quelle est la condition, du coup, pour que ce terme, donc ce truc-là, soit égal à 0. Donc, comme cette constante-là n'est jamais nulle, il faut démontrer que ça, c'est égal à 0. Et puis, on va voir que cette condition est remplie lorsque D est égal à R. Je vais juste contrôler que je n'ai pas écrit de bêtises ici. Je crois que c'est bon. Ça m'a l'air bien. Ok, alors du coup, comment est-ce qu'on montre que c'est égal à 0? Bon, alors première chose, on a deux fractions. Donc pour les sommets, il faut qu'on ait le même dénominateur. Donc il suffit de multiplier ce terme-là par r carré plus d sur 2. Ça nous donnera la même chose que ça. Puis ensuite, les dénominateurs ne nous intéressent pas. Ils ne sont jamais nuls. Hein. C'est vraiment les numérateurs, la somme des numérateurs qui doit être égale à 0. Donc on a concrètement 2 fois, donc, comme j'ai dit, r carré plus d sur 2 au carré qu'on a dû ajouter là pour avoir le même dénominateur.
moins 10 fois d sur 2 au carré qui est égal à 0. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de trouver que vaut d. On passe en fait, on effectue ici donc 2r carré, 2 fois d sur 2 au carré, moins 10, donc ça me fait moins 8. Je le passe de l'autre côté, donc on a 2r carré qui est égal à 8 fois d carré sur, alors 2 au carré ça fait 4, hein. Donc ça tombe avec, je peux simplifier, puis 4 sur 4, ça se simplifie aussi, donc on voit qu'on a bien r carré égale à d carré, et puis comme d est positif, alors ça implique que r égale à d. Voilà. Donc on a démontré que lorsque, alors de toute façon ce terme-là et ce terme-là est toujours nul, quelle que soit la distance entre les deux anneaux, et puis par contre ce terme-là, qui nous embêtait encore, hein, qui nous empêchait d'avoir uniquement le terme en z puissance 4, eh bien ce terme-là, il est égal à 0 lorsque d est égal à r. Et ça nous permet dans ce cas-là d'avoir un b de z qui est un certain b de 0 plus une constante fois z puissance 4, cette constante étant la dérivée de b par rapport à z, la quatrième dérivée de b par rapport à z divisé par 24. Donc 1 sur 24 d4b dz4 évalué en z égale à 0. Voilà. Et ça nous garantit que lorsqu'on a deux anneaux, qu'on place exactement de telle manière à ce que leur distance ici correspond à leur rayon, eh bien on garantit que le champ magnétique il est pratiquement constant dans cette région-là, donc il pointe vers le haut, et sur l'axe Z ici, il varie très peu dans cette région-là. Donc on peut dire qu'il est pratiquement homogène, et puis ça peut être utile dans des applications. Je vais juste vous montrer, ça c'est la feuille du corrigé, vous allez la voir donc publiée, mais directement je vous montre que la fonction z puissance 4, donc là vous imaginez ça comme ça, donc vous avez les deux anneaux, les deux boucles, et puis vous avez le champ B là qui est sur l'axe ici, donc vous voyez que c'est très constant dans la région z égale 0, et même sur une grande région, hein, parce que c'est une fonction en puissance 4. Voilà pour le problème 4.